Ma pile à lire a bien diminué cette semaine, ça veut dire qu'on a un bien bel épisode et plein de choses à dire. Salut à tous, salut à toutes, salut les geeks, salut les geekettes, on se retrouve dans Supplément de Chill pour parler de mes lectures et visionnages de la semaine, et dans ce gros programme du jour, des châteaux multiversels sans fin, un duo un peu fou qu'on adore, un homme qui ne lutte pas seulement contre des aliens, le retour d'une famille iconique, et enfin, des exorcistes qui se tapent contre des fléaux. Enfin, j'y suis arrivé. On commence tout de suite. Mais avant tout ça, on va rejoindre un monstre rouge qui fout souvent la merde avec ses grandes dents pointues et son envie irrépressible de faire du mal. On commence la semaine avec le Carnage de Ram V. J'ai lu le premier tome nommé Dans la cour écarlate. C'est évidemment du Marvel, donc en France chez Panini Comics, et c'était sorti en février 2023, donc oui, il y a plus de 3 ans que ça dort dans ma bibliothèque, c'est comme ça. Déjà, il est important de mentionner que c'est du Carnage, certes, mais c'est sans l'hôte initial, historique même, le sanguinaire Cletus Kasady. Il est pas là. Ils ont rompu. Et plutôt que de refaire la même formule avec un autre meurtrier du crime, Ram V choisit de prendre une autre voie. Là, le symbiote rouge décide de faire les choses à sa manière. Et ce qu'il veut, en plus de faire couler le sang, c'est devenir surpuissant, comme s'il ne l'était pas déjà assez. Il a vécu en symbiose avec un des pires psychopathes de l'histoire des comics, donc il a encore des réminiscences, et c'est logiquement qu'il va côtoyer un nouveau serial killer surnommé l'artiste, Kenneth Neely. Côtoyer, pas fusionner. Alors déjà, l'artiste en solo, c'est proche d'un film thriller horrifique, il met en scène ses meurtres comme si c'était des performances. Il suspend un corps, appelle la police, et à leur arrivée, un essaim de papillons sort du ventre de celui-ci et le sang coule en forme de spirale sur la toile. Voilà un exemple de ce qu'il sait faire. Imaginez ce gars-là en duo avec le symbiote Carnage, qui porte assez bien son nom. Et surtout, Carnage se met en tête de devenir plus balèze. Donc il va montrer à son nouveau copain comment lui aussi peut créer des œuvres encore plus parfaites avec ses victimes, et 2, s'en prendre à des méta-humains pour leur dérober leur pouvoir. Tout ça en laissant derrière eux une traînée de violence, tout en poursuivant une logique presque mystique de renaissance et de prédation. Dans la cour écarlate fonctionne donc comme un redémarrage, mais un redémarrage qui prend très au sérieux la dimension horrifique du personnage. Là où Carnage peut parfois être résumé à un gros méchant ultra violent, Ram V essaye de le réinscrire dans un imaginaire plus noir, plus malsain, presque religieux par moments. Et comme on a aussi un enquêteur qui les poursuit, John Shade, ça donne un petit côté Seven avec ces mises en scène là qui n'est pas pour me déplaire. Ce tome 1 pose surtout les bases de cette nouvelle ère. Qui sera la prochaine victime? Qui pourra résister à cette propagation? Et à quoi ressemble Carnage quand il n'est plus seulement le reflet de Cletus Kasady, mais une entité qui cherche sa propre voie dans l'univers Marvel? Vous l'aurez compris, ça tire franchement vers l'horreur, j'adore, avec une ambiance bien plus poisseuse que ce qu'on connaît dans les récits habituels, plus classiques de chez Marvel, plus rituel, plus malsaine que le Carnage purement bourrin. Le récit reste violent et spectaculaire, mais Ram V cherche aussi quelque chose de plus étrange, presque mystique, ce qui donne au tome une vraie personnalité dans la galaxie Marvel. Ram V apporte une couleur plus ambitieuse et plus sombre au personnage, en évitant le simple recyclage du Carnage classique. C'est Ram V. On n'en attendait pas moins de lui en vrai. Si vous le connaissez un petit peu, vous savez que l'horreur, c'est son terrain de jeu favori. Niveau dessin, je l'ai même pas mentionné, je manque à tous mes devoirs. Mais c'est Francesco Manna qui est présent sur la majorité du bouquin et il fait un boulot plutôt très cool. En vrai, il y a énormément de monde sur ce livre parce que c'est entrecoupé de 2 mini-histoires et de 2 bonus. Donc je vais pas dresser la liste de tous les scénaristes, dessinateurs et encreurs, sinon je vais passer l'épisode à réciter des noms, et on n'a pas envie de ça, ni vous ni moi. Mais je vais juste dire que c'est agréable à lire et que tout est bien dosé. Et je termine avec la couve, et même les couves de chapitres qui sont, je le rappelle, les couves des issues, en vrai, qui sont tout simplement sublimes.
C'est Kendrick Lim qui s'y est attelé. J'ai toujours aimé l'esthétique des symbiotes. Je sais pas pourquoi, depuis que je suis petit, c'est comme ça. Et là, je retrouve exactement ce que j'aime. C'est humanoïde, mais on voit bien que c'est pas un costume. Il s'est donné aussi bien une ambiance qu'un côté presque réaliste qui rend ce personnage encore plus terrifiant, tout ce que j'aime. Normalement, c'est en 2 tomes, donc prochainement, je parlerai de la suite, et j'ai même très hâte de m'y plonger et de savoir où cette traque meurtrière va nous emmener. Et on continue avec un titre un peu particulier. On doit pas être beaucoup à parler de ce genre d'œuvre, donc ça me fait toujours plaisir de le faire. La princesse du château sans fin de Shintaro Kago, sorti en 2022 en France, aux éditions Hubert. J'ai déjà parlé de lui, j'aime beaucoup ce qu'il fait, et oui, j'ai aussi mentionné que c'est le genre de lecture pour adultes que j'aime bien. On est quand même très loin du pur hentai. Le sujet, c'est pas les zigounsboobs et les zizounettes, mais oui, il y a des tétés et des kikis. C'est de l'eroguro, donc un genre un peu particulier, comme je l'ai déjà dit, de l'horreur érotique, mais en vrai, ça reste assez soft, et dit comme ça, on dirait un truc de pervers, mais finalement, la présence d'érotisme, de perversion, de fantasme ou de sexualité trouble n'a jamais empêché une œuvre d'entrer dans le canon littéraire. Alors oui, là je parle de manga, mais croyez-moi, c'est vraiment pas plus sexuel que Les Liaisons Dangereuses, Madame Bovary ou Les Fleurs du Mal. On tolère sans problème dans le canon scolaire des œuvres fondées sur le libertinage, l'adultère, la frustration sexuelle ou la cruauté du désir. Le malaise devient donc pas seulement des thèmes, mais aussi du prestige culturel accordé à certaines formes plutôt qu'à d'autres. Et ça m'énerve un petit peu. Il me semblait important de le dire, parce que quand j'en parle, je vois bien qu'une gêne s'installe et j'ai jamais compris pourquoi. Donc bon, j'ai remis les points sur les i. Avec la princesse du château sans fin, Shintaro Kago part d'un Japon féodal en guerre. D'ailleurs, il utilise carrément des noms historiques, Mitsuhide ou le célèbre Nobunaga, puis y injecte une idée complètement folle. Chaque décision majeure ouvre une autre réalité, un autre château, un autre monde possible. Exemple, entre les 2 persos que je viens de citer, si Oda Nobunaga tue Mitsuhide, il existe un monde où Mitsuhide a tué Nobunaga, une sorte de monde parallèle. Et pour illustrer ça, ces différents mondes sont présentés comme des immenses châteaux, très verticaux, et l'histoire suit une princesse déchue, la princesse No, déterminée à venger la mort et la trahison de son seigneur et époux Nobunaga. Sauf que très vite, son chemin de vengeance se dérègle, le maître qu'elle a vu mourir existe donc encore ailleurs, dans d'autres réalités où l'histoire a bifurqué autrement. La vengeance la guide, mais elle n'est pas au bout de ses surprises, puisque les règles qui régissent ces univers se jouent bien de nos perceptions et même de nos corps. À partir de là, Shintaro Kago transforme son récit en labyrinthe de mondes parallèles, de forteresses qui se répondent, de variations historiques et de collisions entre univers. Ce n'est donc pas juste un manga de samouraï, ni juste un manga d'horreur, c'est une œuvre qui mélange récits de vengeance, guerre féodale, grotesque et science-fiction complètement conceptuelle. Ce qui frappe surtout, c'est que malgré le délire apparent, l'ensemble garde une vraie logique. Kago ne cherche pas seulement à choquer ou à embrouiller, il construit un chaos méthodique où chaque bascule ouvre quelque chose de plus vaste et de plus dangereux. Vraiment, c'est assez fort de faire un récit aussi absurde, mais qui raconte autant de choses. C'est du Shintaro Kago tout craché, noir et blanc ultra travaillé, ça reste du manga, même si le format grand fait penser à de la BD. C'est de l'horreur grotesque, avec une expérimentation narrative et une fascination pour les corps et les systèmes qui se dérèglent. L'ambiance est à la fois médiévale, cauchemardesque et presque scientifique dans sa logique de monde parallèle. C'est dérangeant, virtuose et franchement, pas pour tous les publics. J'ai lu quelques-uns de ses autres titres, mais là je dois dire qu'il s'est surpassé. J'ose le dire, visuellement, il y a une virtuosité incroyable. C'est précis, et ça va à l'encontre du postulat qui semble absurde. Vraiment, il y a des planches avec les châteaux, ces mondes qui poussent vers l'infini là, qui sont carrément vertigineux. Et un truc que je trouve aussi très bien foutu, c'est le jeu de symétrie entre les mondes, qui se côtoient pas vraiment, mais où finalement le parallèle semble extrêmement similaire. Bref, c'est à lire, même si oui, faut peut-être être un petit peu familiarisé avec l'univers de Kago, mais je pense que ça peut être une bonne porte d'entrée si vous êtes prêt à tester ce genre de lecture, et c'est pas pour rien que ce titre a gagné le prix d'Asie ACBD en 2022. D'ailleurs, il y a une suite, Les 12 sœurs du château sans fin, et ça tombe bien,
je l'ai lu aussi cette semaine. C'est toujours aux éditions Hubert, sorti en 2023, et c'est beaucoup plus court. Quand le premier faisait 192 pages, là on en a 92. Le monde est encore étendu, au point que ces réalités, qui n'auraient jamais dû se croiser, commencent à entrer en contact. Des phénomènes menacent l'équilibre de plusieurs domaines, dont celui d'Okayama, jusque-là relativement épargné par le chaos. Kago repart donc de son idée centrale, les bifurcations historiques transformées en monde forteresse, mais là, il pousse plus loin le délire. Il ne s'agit plus seulement de constater que plusieurs réalités coexistent, mais de voir ce qui se passe lorsqu'elles manquent d'espace, se touchent et commencent à se contaminer. Le récit met alors en avant les fameuses douceurs du titre, dans un cadre toujours médiéval, mais de plus en plus déformé par la logique des univers parallèles. En gros, à cause de ce dérèglement, certains châteaux-mondes manquent de ressources et veulent donc s'en prendre à celui d'Okayama, qui semble épargné, comme je l'ai déjà dit. Mais lui, il veut préserver son peuple, ou plutôt ses richesses. Et il n'hésite donc pas du tout à sacrifier ses filles, qui sont d'accord avec ça, hein. Question d'honneur, vous voyez bien le Japon quoi. Et elles sont envoyées en pâture aux différents seigneurs des autres châteaux. Bon, ils sont tous tordus, et ils sont pas hyper prévenants avec ses filles. Mais il y en a une, la plus jeune, Nadeshiko, qui ne voit pas les choses de la même manière et elle va tout faire pour renverser la situation. En vrai, j'ai commencé par celui-ci et j'ai pas fait attention que c'était le deuxième, donc oui, vous pouvez les lire séparément, pas très grave, hein, j'ai tout compris à ce que ça racontait. Comme pour le premier, le plaisir vient autant du vertige narratif que de l'outrance visuelle. C'est une suite plus courte, mais pas moins dense, qui fonctionne comme une extension directe du premier volume, avec toujours cette impression de lire un manga historique possédé par une idée de science-fiction complètement folle. On retrouve le même mélange d'Eroguro, d'horreur absurde et de narration éclatée. L'ambiance reste médiévale, sanglante, grotesque et surtout très inventive, avec un côté encore plus chaos cosmique que dans le premier volume. Toujours aussi fou, mais toujours aussi cohérent. Par contre, c'est peut-être moins facile d'entrer dans le monde de Kago avec celui-ci qu'avec le premier. Bon, on va retourner vers du manga plus mainstream, pas moins fou par contre, puisque j'ai poursuivi mon rattrapage de Dan Dan Dan, et comme je vous l'avais dit, tous les 5 tomes, je vous ferai un petit point. Et bah voilà, j'ai lu les tomes 6 à 10, qui correspondent à peu près à la deuxième saison, et un chouille plus. Je vais pas complètement présenter à nouveau Dan Dan Dan, juste dire que le 10e tome datait de février 2024 et que c'est un manga de Yukinobu Tatsu, dispo chez Crunchyroll. À la base, Dan 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 suit Momo Ayase et Okaren, deux lycéens qui se rapprochent en cherchant à se prouver mutuellement l'existence des fantômes et des extraterrestres. Évidemment, les deux ont raison et le manga devient une sorte de tornade débile où se croisent yokai, aliens, malédictions et une très mignonne romance adolescente sur fond de combat absurde. Entre les tomes 6 et 10, la série continue d'élargir son terrain de jeu, le groupe s'agrandit encore, les affrontements gagnent en ampleur, notamment dans la maison de Gigi, l'amour de jeunesse de notre héroïne, qui lui va aussi rentrer en résonance avec le monde surnaturel, et là où il vit, on peut dire qu'il y a une présence, voire 2 ou 3 même, à combattre. Puis, on va aussi combattre un kaiju. C'est improbable, mais c'est Dan Dan Dan, l'improbable fait partie de l'histoire. Et à partir du deuxième tiers du tome 9, on dépasse l'animé. Donc là, je vais encore faire plus attention à ne pas vous spoiler comme un sagouin. On a un nouveau perso, Vamola, qui va suivre notre petit groupe, mais surtout être amené à suivre Momo, et elles vont faire face à la femme à la bouche fendue. J'avoue que j'ai hâte de connaître leurs histoires, aussi bien Vamola que cette nouvelle menace. À ce stade, Dan Dan Dan, c'est déjà plus un manga what the fuck et un peu rigolo, ça devient une machine très bien huilée, capable d'enchaîner humour, baston, bizarrerie totale et moments de tendresse avec ses personnages. C'est aussi ce qui fait sa force, sous le vacarme et la folie, il y a un vrai attachement au cast et une façon très sincère de parler d'adolescence, de gêne, de désir et d'amitié. Des dessins hyper détaillés, des personnages charismatiques, humour décalé, combat dynamique et vraie originalité. De mon point de vue, c'est une série qui confirme sa formule et qui devient de plus en plus addictive à mesure que son univers s'élargit, donc j'ai vraiment très hâte de continuer et de vous parler des tomes 11 à 15, puis 16 à 20, et on verra après parce que pour le moment, il y en a 22 en France. On poursuit avec un titre qui fait plaisir, et pas seulement parce que c'est bien, mais aussi parce qu'il signe le retour très attendu de la maison d'édition Kazé. Je parle bien sûr du premier tome de Mad, manga de Yusuke Otori, sorti le 15 avril 2026. Ça fait tellement plaisir de retrouver le petit carré Kazé sur mes étagères.
En gros, Mad, c'est du post-apo bien dépressif, et c'est un compliment, où on suit un homme, John, qui a visiblement tout perdu. Comment a-t-il tout perdu, vous allez me dire? Eh bien, sur cette planète, une météorite s'est écrasée. Mais ça, c'est rien. Elle portait le danger. Des aliens qui ont très envie de nous faire la peau, et ils ne vont pas se faire prier pour s'en donner à cœur joie. Aliens qui ressemblent beaucoup aux aliens qu'on connaît des films du même nom d'ailleurs, Merci Ridley et Hans Ruedi. Bon, vous aurez pigé que John, il a vu sa famille se faire tuer par ces jolies petites bestioles et que maintenant, il marche un peu sans but dans ce monde totalement dévasté. Les humains ne sont plus que des survivants qui avancent tant bien que mal au milieu des ruines, de la peur et d'une violence devenue quotidienne. Et John, il continue malgré tout à avancer en direction d'un mystérieux signal avec un petit groupe de survivants et sa petite sœur accrochée à cette ultime possibilité d'espoir. Ça pose donc les bases d'un récit de survie post-apo, mais avec une vraie teinte horrifique. C'est pas juste un décor en ruine pour faire joli, l'univers de Mad semble pensé comme un endroit hostile, désespéré, où la moindre avancée se paye. Mais John, il a déjà payé beaucoup et il a baissé les bras. Lui-même, il sait pas pourquoi il avance encore. Et c'est presque ça son vrai combat. Comment combattre cette dépression, ce désespoir dans ce monde déjà au bord du gouffre? Le manga semble donc jouer autant sur la tension, le danger et le spectacle que sur la question simple mais efficace, pourquoi continuer à avancer quand tout paraît déjà foutu? Bon, je suis pas fanat du dessin, beaucoup de blanc dans les cases, des traits volontairement grossiers, presque saccadés, peu de détails, donc c'est vraiment le récit qui fait tout, et il a de quoi maintenir mon attention, donc oui, j'ai beaucoup aimé le lire. Un truc très réussi, c'est que parfois, il n'y a pas besoin de dialogue, pas de commentaires, et c'est d'autant plus parlant, et ça reste du scénario. Ça, c'est balèze, et je suis client. L'ambiance paraît très désespérée, mais pas totalement vide d'espoir, ce qui donne au titre une tension intéressante. On est dans la ruine, la peur et l'hostilité, mais avec un cap à suivre, même s'il est fragile. Joli retour pour Kazé donc, je suis vraiment trop content, et je valide complètement ce titre. Et ce retour, bien sûr, merci Kazé. La suite n'a rien à voir, déjà parce que c'est du visionnage. Fini les lectures pour la semaine, et en plus on change drastiquement de registre, puisque j'ai regardé le revival de Malcolm in the Middle, Life Still Unfair. C'est dispo sur Disney+ depuis le 10 avril, et c'est très court, 4 épisodes, en une soirée, c'est fini, parfait. On retrouve Frankie Muniz, Bryan Cranston, attention, je vais avoir du mal à le dire, Jane Kaczmarek, et une très grosse partie du cast principal. Bon, c'est sûr que c'est de l'ultra fanservice, mais ça l'assume à fond, ça joue avec, et comme c'en est très conscient et que c'est court, en vrai, c'est plus touchant qu'autre chose. Une petite piqûre de nostalgie qui fait bien plaisir. On retrouve donc Malcolm près de 20 ans plus tard. Il a désormais construit une autre vie, loin de sa famille, non pas qu'il les aime pas, mais en étant loin d'eux, il se rend compte qu'il est moins agressif et destructeur que pendant son enfance. Il a une fille, Léa, et même une nouvelle petite amie, et il veut les préserver du chaos familial. Sauf que ce fragile équilibre vole en éclats lorsque Hal et Lois exigent sa présence pour leur 40e anniversaire de mariage. Rien de plus normal. Le principe reste donc fidèle à l'ADN de la série. Malcolm pense avoir mis de l'ordre dans sa vie, mais il suffit que sa famille réapparaisse pour que tout redevienne absurde, bruyant, affectueux et ingérable. Toujours cette comédie familiale nerveuse, méchante, juste ce qu'il faut, mais profondément humaine. Sauf que là, on y ajoute forcément ce côté nostalgique, totalement assumé, avec plein de surprises. Et le fait que ce soit pensé en 4 épisodes, finalement c'est parfait, parce que c'est juste la dose qu'il faut pour se dire que Malcolm, c'était bien, sans aller dans un reboot qui sentirait la poussière. Là c'est plus de joyeuses retrouvailles bordéliques. En même temps, à la base, c'était pensé pour être un film, et c'est Bryan Cranston qui a vraiment insisté pour le faire, et pour que tout le cast soit présent. Merci Bryan. Je dois avouer, j'ai même versé ma petite larme, j'en suis le premier surpris, mais oui, ça m'a eu. Ça a été un vrai plaisir de les retrouver, de retrouver tout ce cast mythique, même si par moments j'ai eu quelques frayeurs, mais finalement, en y repensant, je me dis qu'ils ont eu la capacité de retrouver le ton d'origine, et ça c'est pas simple. L'ambiance joue à fond la nostalgie, sans lâcher complètement le côté dysfonctionnel qui a fait sa réputation. C'est l'occasion de reprendre les mêmes personnages de nos jours, avec de nouvelles données, mais le même noyau émotionnel. On est donc moins dans la réinvention que dans le retour d'une dynamique familiale très identifiable, remise en circulation avec le temps qui a passé, les nouveaux rôles de chacun, et un Malcolm forcé de constater que certaines choses ne changent jamais vraiment. Et enfin, ça fait des semaines
que j'en parle. Je suis enfin arrivé à bout de ce gros morceau, Jujutsu Kaisen, la 3e saison, première partie, du studio MAPPA, sur Crunchyroll bien évidemment, mais je crois aussi que c'est dispo sur Netflix. Bon, j'ai teasé de ouf, mais je vais tout de suite être clair, c'est loin d'être aussi bien que les saisons précédentes. J'ai pas détesté, mais j'ai clairement pas adoré non plus, donc je vais essayer de ne pas être trop méchant, même si de mon point de vue, il y a plus de négatifs que de positifs. Mais j'ai quand même apprécié, je le rappelle, sinon je n'en parlerai pas. Bon, déjà on reprend après une saison 2 qui était exceptionnelle niveau animation, mais aussi niveau tension, combat, on tombait de notre chaise à chaque épisode. Là, c'est un peu plus disparate. Il y a des épisodes pépites, c'est clair et net, mais il y a aussi des épisodes qui semblent ultra longs, où on s'ennuie et surtout où visiblement on perd l'âme de ce qui faisait que Jujutsu Kaisen était aussi bien. Déjà on va résumer. Jujutsu Kaisen, c'est l'histoire de Yuji Itadori, un lycéen aux cheveux roses, athlétique, plutôt sympa et gentil, un bon zozo qui se retrouve embarqué malgré lui dans un monde de malédictions, de monstres nés des émotions humaines les plus sombres. Sa vie va basculer le jour où il va avaler un doigt, mais pas n'importe quel doigt, celui de Sukuna, une malédiction légendaire d'une puissance monstrueusement monstrueuse. Avaler un doigt, quoi de plus normal, j'en mange tout le temps. Au lieu de mourir ou d'être totalement possédé, Yuji devient son réceptacle, ce qui en fait à la fois une menace potentielle et une arme précieuse pour l'école d'exorcisme de Tokyo. Il rencontre Megumi Fujiguro et Nobara Kugisaki, apprend à se battre, à canaliser son énergie occulte et découvre surtout que le monde dans lequel il vient d'entrer est beaucoup plus cruel qu'il ne l'imaginait. Très vite, la série dépasse le simple shonen d'apprentissage pour aller vers quelque chose de bien plus noir, où les combats ont un prix et où les morts ne sont pas juste là pour faire joli. La 2e saison commence par un retour en arrière centré sur Satoru Gojo et Suguru Geto pour montrer comment leur relation s'est construite puis brisée. Eux, ce sont des exorcistes confirmés. Gojo étant l'ultime arme de l'école de Tokyo, voire même des exorcistes. Oui, il a le pouvoir, le style, le charisme, on se lève tous pour Gojo. Tout ça avant d'exploser complètement avec Shibuya. Là, on parlait d'une bataille immense, sans merci, violente, tragique, avec une tension quasi permanente. En gros, les 2 premières saisons racontaient la chute progressive d'un héros dans un monde où la perte, la violence et le sacrifice deviennent la norme. Et justement, le problème pour moi, c'est que cette première partie de saison 3 passe après tout ça. On entre dans l'arc du Culling Game, une sorte de battle royale des exorcistes, avec de nouvelles règles, un système de colonie, des affrontements pensés comme une immense traque meurtrière, et des personnages obligés d'entrer dans un mécanisme qui génère toujours plus de violence et de déséquilibre. Sur le papier, c'est intéressant, mais pour mettre tout ça en place, qu'est-ce qu'il y a comme parlotte quoi ? C'est que de la parlotte, et parlotte, et parlotte, et une parlotte chez moi, bah ça casse le rythme. Là où Shibuya fonctionnait comme une catastrophe compacte, cette nouvelle partie ressemble plus à une ouverture de grand échiquier. Yuji, Megumi, Yuta et les autres doivent comprendre un certain terrain en mouvement tout le temps, croiser de nouveaux combattants, intégrer de nouvelles règles et survivre dans un monde conçu pour les broyer. Je comprends l'idée, je vois ce que la série essaye de faire, mais je trouve la structure plus dispersée, avec beaucoup de règles, beaucoup de nouveaux personnages, et moins de compacité émotionnelle immédiate que dans Shibuya, et moins de complicité aussi. Et surtout, je comprends vraiment pas l'engouement sur l'animation, je m'attendais vraiment à mieux. En vrai, je trouve même que c'est moins bien que ce qu'on faisait avant. Quand je vois les notes, et la hype sur Insta, j'ai l'impression que tout le monde encense cette nouvelle saison, et peut-être que c'est aussi ça qui me fait retomber finalement de haut, c'est pas aussi bien que ce que tout le monde dit. Je trouve ça souvent fouillis, l'histoire, l'animation, la compréhension des événements passés, les trajectoires des personnages, tout ça me paraît moins net. Les fléaux sont moins menaçants, les exorcistes parfois plus caricaturaux, et on perd une partie du sel des saisons passées. Ceci étant dit, quand un épisode est bien, il envoie vraiment la sauce, ça envoie le paquet. Je pense à un épisode avec Maki, qui fait partie d'une famille d'exorcistes assez puissante et influente, et là elle revient, elle, la risée de sa famille, qui n'a pas de pouvoir contrairement à sa sœur jumelle, et clairement, le retour dans le cocon familial est assez jouissif. Pour ceux qui ont vu, vous comprenez. Et les 2 derniers épisodes aussi, donc les 11 et 12, vraiment très bien, rien à dire, des beaux combats originaux, on a un peu plus le sentiment d'avancer et de pas faire du surplace, mais du coup, il fallait autant de trucs chiants pour en arriver là, et ça, bah c'est relou. Un autre truc que je trouve bien, et qui me fera continuer Jujutsu Kaisen, ce sont les conséquences. Pour le coup, elles sont réelles, elles touchent
tout le monde dans le récit, ça ne prend pas de pincettes, c'est sale, c'est moche, dans le bon sens du terme cette fois, et franchement, c'est appréciable. Quand il y a un bobo, il y a une cicatrice, elle reste. Quand il y a un mort, il revient pas, il est mort. Donc voilà, je suis content de l'avoir vu, un peu mitigé, mais c'est que la première partie de la saison 3, et au vu de ce qu'on vient de voir, j'espère que la suite ressemblera plus à la proposition des 2 derniers épisodes qu'au reste. Je précise que j'ai pas lu Jujutsu Kaisen, donc vous qui avez lu, si ça se trouve vous savez, et c'est peut-être éclaté la suite, ou alors ça repart sur du mieux. Dites-moi sans spoil en commentaire vos avis, je suis curieux de savoir. Bon, pour résumer cette grosse semaine, je crois que c'est le plus gros épisode de Supplément Chill. Il y avait des choses à dire. Clairement, la princesse du château sans fin et Dan Dan Dan, c'est fabuleux. Je vais continuer à lire du Shintaro Kago et à rattraper mon retard sur Dan Dan Dan. D'ailleurs, sûrement dès ce soir, je vais lire le tome 11. On se retrouve mercredi avec Alex One Planet pour parler voyage, mes petits geekouniou. On va se libérer l'esprit, aller au soleil. Et dimanche prochain, pour une autre semaine de lecture et de visionnage. N'oubliez pas que c'est un podcast. Vous pouvez retrouver tous les épisodes sur la page. D'ici là, geekez bien vos geekeries et bon chill!